Salut à tous, épisode 3 avec la Movistar. On a donc ici un petit programme que je vais essayer de vous présenter. On se trouve début mars, après le Omloop et Newsblad et toutes les petites courses de préparation de février. Il y a quelques sujets qui peuvent être importants, mais qui seront détaillés à mon avis plus loin dans la saison, comme celui du co-sponsoring pour Movistar éventuel. Donc là, on attendra de voir quel est l'intérêt qui monte de la part de qui et avec quel type de restrictions. C'est les petits badges là que vous voyez à droite de Cannondale. C'est les badges, on va dire, qui sont spécifiques à chaque sponsor. Autre sujet, la détection, là c'est pareil. On ne pourra pas se prononcer sur les petits jeunes qu'on a découverts, mais vous allez voir que je vous montrerai à l'épisode prochain que ça commence à évoluer un petit peu. Là, à ce stade, on connaît quand même très peu de choses et pas forcément sur des coureurs très importants, mais il faut y croire parce que c'est notre axe de développement principal, je pense, avec cette équipe, aller chercher des Espagnols. Et puis, avant d'entamer les courses qui vont nous occuper ici, un petit rappel, parce que c'est fondamental. Donc, on était sur WorldDB à la création, on est en mode extrême en termes de difficulté, et puis après, il y a cette fameuse amplitude. Moi, je joue à plus 3, moins 3 au niveau de la forme du jour. La fréquence des chutes, je n'ai pas touché. La crevaison non plus. La fraîcheur, j'ai laissé à 0. Il me semble que c'est suffisamment délicat comme cela, pour le moment. Et après, sur l'impact des caractéristiques de terrain et l'impact de l'endurance et de la résistance, j'ai choisi de monter le curseur un petit peu plus haut, afin de pouvoir vraiment sentir la chose et voir si peut-être qu'on a été un peu trop ambitieux, peu importe. Mais en vérité, c'est ça qui doit être un peu exploré. On avait vu d'ailleurs que sur le Omloop, ça avait eu forcément un impact. C'est-à-dire qu'au moment où Stuyven et Mathieu Van Der Poel s'échappent, il y a une différence qui est très très nette, alors qu'on aurait peut-être pu s'accrocher si les sliders d'impact, on va dire, n'avaient pas été montés comme ça. Je le crois en tout cas. Et puis après, pour tout ce qui est course par étape, on essaiera de répéter quelques petits exploits entre guillemets qu'on avait pu réaliser sur les courses de février, comme ici l'échappée gagnante pour Will Barta, ou bien en fin d'étape cette attaque d'Henrik Mas, même s'il est suivi par Tiberi, et qui nous avait permis d'aller comme ça chercher une première victoire d'étape cette saison pour notre leader espagnol. Voilà, donc on va s'intéresser à Strade Bianche, Paris-Nice et Tirreno. Bon voilà, c'est parti. On va partir tout de suite sur les routes des Strade Bianche. Les Strade Bianche, c'est vraiment une course que j'attendais énormément dans cette carrière et dans cette saison numéro 1. Mais notamment pour essayer de comprendre l'impact réel, s'il y en a un, vous savez, des réglages de la difficulté et aussi de l'impact, difficulté du terrain sur les classiques, et aussi de l'impact des notes physiques, endurance, résistance, sur ces mêmes classiques. Donc j'avais hâte de voir, je l'ai joué aussi avec une autre équipe. J'avais l'impression que ça attaquait de loin. Et j'avais l'impression également, tiens, chute de Formolo, ça démarre bien. C'est notre meilleure chance pour ces Strade Bianche, Davide Formolo. Et il chute heureusement, ouf. Allez, on va réussir à rattraper in extremis le bon wagon pour essayer de se réinsérer. Et en vérité, voilà, je voulais voir quel type d'impact pouvaient avoir ces caractéristiques. Toujours intéressant d'observer également le comportement offensif des tout meilleurs leaders sur une course comme celle-ci. Et je crois que de ce côté-là, on ne va pas être déçu. Regardez, j'avais pressenti que, oui, ça allait attaquer de très très loin. Tiens, Formolo qui crève à présent. Que ça allait donc attaquer de très très loin. Et on n'a pas été déçu. Regardez, on est à 90 km de l'arrivée. Ici, évidemment, il y a un rythme assez soutenu qui est mené par certaines équipes dans le peloton. Et ben oui, en fait, c'est déjà sorti. C'est déjà sorti à ce moment-là. Bon, ça a été vite récupéré. C'était 3 outsiders qui avaient tenté leur chance. Mais là, c'est plus costaud.
et c'est plus sérieux. C'est Pidcock, Kung et Rodriguez qui viennent comme ça planter une belle attaque. Alors, mécaniquement, ça veut dire qu'Ineos ne va plus rouler. Ça veut dire, bon, Q36.5 à la limite, on se doutait pas qu'ils allaient nous faire le train. La Groupama, quelque part non plus. Mais en tout cas, voilà, 3 hommes à l'avant, très intéressant. Et, regardez, quelques petits abandons. Attaque de Pogačar ici à 70 km de l'arrivée. Attaque de Pogačar parce que Pogačar a vu que ça prenait un peu trop de volume, hein, c'est trop de champ pour cette échappée. Et donc, les choses se décantent très très loin. En vérité, il y avait plus grand monde pour rouler. C'est pour ça que Pidcock, Kung ont pris comme ça un petit peu trop d'avance. Ce qui a décidé finalement Pogačar, au lieu de faire rouler ses équipiers, plutôt à y aller tout seul. Donc ouais, c'est un peu intéressant. Rodriguez déjà repris, on est quand même un certain nombre de kilomètres plus loin, on est 10 bornes plus loin. À présent, c'est évidemment, hop là, vous le reconnaissez évidemment avec son joli maillot, Kung, qui se fait reprendre par Pogačar, mais Pidcock, il a encore quasiment 2 minutes d'avance. Hein. Donc il est très très solide pour la victoire finale, Thomas Pidcock là-dessus. Pogačar toujours à la chasse. Ça fait bientôt maintenant 20 km que Pogačar est parti tout seul. De notre côté, on a quand même cette chance d'avoir, certes, des coureurs qui ne sont pas très forts, mais par contre, il y a quelques cartes à jouer aujourd'hui. Celle de Will Barta peut-être, celle de Davide Formolo, je l'ai évoqué, ou celle de Tesfatsion, l'Érythréen. Et c'est comme ça qu'au moment où Pogačar a enfin réussi à récupérer Tom Pidcock à l'avant, eh bien, je me décide, finalement, 40 km de l'arrivée, voyant que l'écart ne grandit pas, il y a peut-être en fait une stratégie à adopter ici, avec Tesfatsion. Sa forme du jour, vous le voyez bien, hein, plus 3, là, tombée du ciel, permet quand même d'entrevoir la possibilité de faire du boulot pendant un certain temps, quoi. Hein. Il y a 9 hommes en poursuite de, désormais, Pidcock à lâcher, donc en poursuite du seul Pogačar, lequel n'a pas l'air de rouler très très vite, en réalité. Du coup, je commence à y croire, en fait. Je me dis que on va miser sur Davide Formolo, protégé par Will Barta, ça y est, Pidcock est repris, puis on va demander à Tesfatsion, finalement, de relayer et voir si on pourrait pas reprendre le Slovène. Regardez, ça va être chose faite. Alors, 26 km de l'arrivée, on reprend Pogačar. Est-ce qu'il va nous en planter une? Ou est-ce que ce serait pas à nous, peut-être, de mettre une attaque pour essayer de le clouer sur place, quoi, hein, en quelque sorte. Donc attention, parce que plus on va le garder dans notre roue, plus il a de possibilités je dirais, de récupérer. C'est pour ça que j'ai roulé un petit peu vite. Et je crois que ça va être le moment. Regardez, Tesfatsion n'a plus grand-chose. Barta est dans un relais très très modeste. Attaque de Formolo à 18 km de l'arrivée. Donc voilà. C'est parti. On va voir. Peut-être c'est une erreur. Mais en tout cas, au moins, on aura tenté et on ne pourra pas s'en vouloir. Regardez. Derrière, ça met du temps à s'organiser. Hein, ça roule pas super fort. Le Davide Formolo a tendance à creuser l'écart dans le Tolf, ici, fameux secteur du Tolf. Alors après, moi, j'essaie de jouer un petit peu avec le peu d'énergie qu'il reste. Hein. Effort dégressif. Au début, on est parti à 80 et quelques. Puis c'était du 70, puis 65, puis 62. Et ça se trouve, on va terminer à 59. Hein, mais je rigole, mais bon, attention. Hein, quand même, parce que derrière, ils sont capables de se relayer. L'IA est capable de se relayer, de reprendre de l'énergie, là où, évidemment, l'homme seul va s'épuiser. Donc, attention. Toutefois, avant la Via Santa Caterina, il y a une avance qui laisse penser que Formolo va aller au bout. Mais on y va, mais tout doucement. Et regardez, ça va faire le job. On va lever les bras ici, sur la Piazza del Campo. Victoire de Davide Formolo sur les Strade Bianche, avec, je dirais, un final quand même assez puissant de la part de Stuyven et Pogačar, Vendrame, Buitrago, Kung, Bettiol, et derrière une petite placette pour nos deux
coéquipiers héroïques du jour qui ont permis la victoire ici de Davide Formolo. Et voilà comment finalement cette IA qui attaque de très très loin et qui aurait pu nous mettre 5 minutes dans la vue, hein, via Pogacar en plus, bah, finalement s'est fait reprendre. Ça a été, on va dire, la sanction pour le petit péché d'orgueil du Slovène pour ce coup-là. Voilà, je ne sais pas si ça préfigure de grand chose, mais en tout cas, j'étais exactement dans les réglages que je vous ai montrés dans mes épisodes précédents, hein, pour mémoire. Donc il s'agit bien de réglages proches du maximum pour ce qui est de l'impact à la fois des caractéristiques physiques, mais également des difficultés liées au terrain. Et sans transition, Paris-Nice, dès le lendemain. Alors ce Paris-Nice, j'avais pas forcément prévu de vous le montrer en vidéo, donc on va essayer de le faire, mais sur un format vraiment où on va à l'essentiel. Mais parfois l'essentiel peut s'étendre un peu, hein, vous allez voir ça de suite. Étape 1, bon, là on n'a pas vraiment de rôle à jouer, ça va être un sprint massif. Les favoris, Philipsen, Coy, Binyam Girmay, etc. Alors, qui va l'emporter parmi ces gens-là? Eh bien, écoutez, c'est assez clair que quand Mathieu Van Der Poel travaille aussi fort, parce que ça a été le cas, pour Jasper Philipsen, bah, ce dernier n'est absolument pas battu et ni même inquiété, hein. Donc voilà, victoire très nette et très méritée pour Jasper Philipsen, avec encore une fois un poisson pilote de luxe. Bah, c'est très bien, c'est du grand classique, c'est ce qu'on a déjà vu un certain nombre de fois, par exemple sur les routes du Tour, mais pas seulement, l'an dernier. Alors il y a aussi cette question d'argent, hein, qui a fait que je joue Paris-Nice, parce que éventuellement un maillot distinctif, alors je pense pas au jaune, hein, plus peut-être un joli positionnement au général pourrait nous rapporter quelque argent, et on est vraiment à la rue à ce niveau-là. Donc même 25 000, je crache pas dessus. Étape 2, ça c'est intéressant. C'est depuis un certain nombre d'années, hein, sur PCM qu'on a ces zones de vent sur certaines étapes, et elles sont bien souvent très impactantes, et vous allez voir que celle-ci va l'être. Sur le classement général final de ce Paris-Nice, bah, c'est peut-être cette étape 2 qui pèsera le plus à l'arrivée, on verra bien, hein. En tout cas, à ce stade-là, je suis sur mes gardes. J'ai attendu le plus longtemps possible avant la zone de vent pour ravitailler, donc ça c'est juste un petit commentaire en passant, mais ensuite il s'agit d'arriver à résister. Regardez, on pénètre ici dans la zone de vent, donc il y a intensification de ce dernier, et bon, là, ça va être fluctuant, hein. On va avoir des moments où on va être à 20 km/h, d'autres à 30, voire plus. Ça va dépendre un petit peu des zones d'exposition des coureurs. Et regardez, la vue hélicoptère, plus que jamais ici, nous en dit beaucoup, à savoir que par le petit mécanisme qui fait que certains coureurs vont à un moment donné lâcher, puis reprendre leur effort, on va avoir très très rapidement des cassures qui vont se créer. C'est du grand classique, et c'est comme ça qu'en fait on va commencer à compter les morts dans cette étape 2. Donc par exemple déjà Yates, Simon et Matteo Jorgensen, bah, déjà pour eux c'est terminé, ils sont déjà dans un troisième groupe très très rapidement, donc ils ne pèseront pas. Mais bon, vous allez me dire, il y a Vingegaard à l'avant, ouais, parce qu'il est là. Après, pour UAE, il n'y a pas Pogacar, il y a Almeida comme leader identifié. Almeida, c'est pareil, il va vivre une journée de calvaire ici. Puis ils sont légion, hein, ceux qui vont prendre très très cher sur cette étape. Nous, on essaye de se maintenir dans le groupe à l'avant. Alors un groupe dans lequel on retrouve Remco Evenepoel, dans lequel on retrouve à ce moment-là, mais ça ne durera pas, Vingegaard. Il faut essayer juste d'exister. On voit que Mathieu Van Der Poel est présent, Jasper Philipsen évidemment, en tant que maillot jaune, il est à la hauteur. Mais bon, l'équipe qui fait le plus mal, c'est la Quick Step, puisqu'elle continue à faire l'effort. Il y a Lampart notamment qui aura très très bien contribué. Puis nous, malheureusement, à 50 km de l'arrivée, on commence déjà à faire partie, avec certains coureurs, de ceux qui lâchent. Vous avez vu Aolar,
Auparavant, c'était Northgard qui avait lâché. Et puis là, péril terrible pour nous à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, puisque ça y est, Enric Mas n'en peut plus. Après, on n'est pas super heureux sur la forme du jour, mais ça fait partie des aléas et c'est très bien de l'accepter. Ivan Romeo aussi n'est pas très très loin de la rupture, mais ici, regardez, dans un premier temps, c'est Mas. Alors je vais laisser Oliveira avec lui pour l'aider, parce que c'est pas parce qu'on se prend la cassure qu'il faut pour autant se relever et terminer à 10 minutes. Hein. Donc au contraire, on va essayer de collaborer à un effort raisonnable. Ensuite, on va être rejoint par Castrillo, qui lui aussi a lâché. Et puis bientôt, même Ivan Romeo va faire partie de ce petit groupe-là. Je vais le rabattre légèrement. Et le seul qui tient, c'est Canal. Waouh! Alors Canal, exceptionnel sur cette étape-là. Il m'a fait rêver avec un petit plus 2 là. On le retrouvera sur les classiques avec Ivan Garcia Cortina notamment. Donc Carlos Canal, vraiment solide et qui m'a apporté bien du plaisir à suivre ça, puisque à ce stade-là, il n'est même pas exclu de penser que Canal puisse éventuellement remporter l'étape. Ce serait un joli clin d'œil. Allez, on voit que devant, il y a un peu de mouvement, mais bon, le groupe maillot jaune est réduit à 12 unités. Ensuite, derrière, heureusement, le groupe Mas Romeo est rejoint par un certain nombre de coureurs qui vont peut-être nous permettre de limiter l'écart. À l'avant, on a Alex Segart qui a tenté sa chance pour essayer d'aller s'imposer en solitaire. Et puis, bon, bah, il va être quand même repris, le pauvre. C'est un peu dommage quelque part. Flamme rouge, je me dis, allez, peut-être provoque quelque chose, n'attends pas. Tu lances ton sprint ici, et puis on verra bien ce qui se passe. Regardez, malheureusement, Phil Bauhaus de la Bahreïn et Olaf Koy sont plus rapides au sprint, tout simplement, hein, que les Canal. Mais pour autant, quand même, c'est pas déshonorant de prendre une deuxième place ici. Bon, par contre, alors les conséquences sur le classement général, elles sont assez nombreuses. Je vais essayer de ne pas en oublier. Donc déjà, à 3 minutes et quelques, on a Mas qui en termine avec quelques autres, mais rien de bien significatif. Je crois que Tiberi aussi est dans le lot. Et puis un peu plus loin, regardez, on va avoir, donc c'est pas tout de suite, c'est maintenant, regardez, voilà, Vingegaard sur la gauche de la route et Almeida qui en termine après de 5 minutes 30. Donc ils ont été complètement piégés par cette étape-là. Donc ça redistribue les cartes en fait hein, pour ce Paris-Nice et ça rend les choses un petit peu plus sympathiques encore de voir le positionnement des uns et des autres. Donc voilà, 13 hommes seulement qui terminent dans le même temps. Tiens, au passage, je suis un peu déçu pour Mats Pedersen. J'attendais peut-être quelque chose pour lui. Donc heureusement, Mas et ses 3 comparses sont crédités du même temps, c'est-à-dire à 2,53 de Phil Bauhaus. Et après, au général, bon, c'est l'explosion totale. Mais après, énorme bénéficiaire du jour, Remco Evenepoel, pour lequel la victoire finale se dessine d'ores et déjà après 2 étapes. Ça, c'est quand même le côté suspense gâché qu'on peut regretter. Après, on a Geraint Thomas qui est placé. Et au final, bon, il y aura peut-être une lutte Tiberi-Mas pour une espèce de 3e place, voire même une 2e place, qui sait. Donc, ouais, ça s'annonce plutôt sympa. Au moment d'aborder un autre type d'épreuve qui est quand même assez passionnant, c'est le contre-la-montre par équipe. Alors, nous ne sommes pas favoris. Je vais peut-être arrêter de le dire un jour, parce qu'on l'a compris, on est favoris sur rien. Mais bon, là, je le redis une dernière fois. Effort d'équipe attendu, avec, si possible, de la contribution de la part des rouleurs que j'ai sélectionnés pour ce Paris-Nice. Je vais aligner tout le monde à effort 85, et puis après, on modulera pour voir un petit peu s'il y a une amélioration à faire, même 86, en fait. Et après, les temps de relais, eux, par contre, sont adaptés à la forme du jour et à la note du coureur. La Bora a pris le meilleur temps provisoire de ce contre-la-montre. Est-ce qu'on va réussir à se caler sur leur performance pour essayer d'exister? Écoutez, ça va pas être un mauvais contre-la-montre pour nous. Je suis plutôt satisfait de ce qu'on aura réussi à faire. Ok, Aular aura très rapidement décroché, mais on s'en fiche un peu, puisque ce qui compte, c'est pas de terminer à 7 nécessairement. En revanche, après, les relais passent bien entre Romeo, avec Oliveira, même Castrillo aussi est assez propre sur le contre-la-montre. Mas
fait ce qu'il a à faire. Et c'est comme ça qu'on va avoir la possibilité de performer. Alors vous voyez, 36 secondes à l'intermédiaire. Mais comme je vais monter l'intensité d'effort en deuxième partie, je vais monter jusqu'à 88 parce qu'en fait je vois qu'apparemment à l'estimation de la consommation des barres, ça a l'air d'être tout à fait faisable. Eh bien on va se l'autoriser et on va terminer ici. Alors on est encore 5 à ce moment-là, on va même terminer à 4 en réalité. Donc voilà, ce sera une performance qui n'est pas très très loin de la meilleure performance que je peux faire avec cette équipe-là à ce moment-là. Puis avec aussi une adversité qui est quand même conséquente, hein, puisque les UAE, ils sont bien au-dessus de nous. On a plusieurs équipes qui le sont. Regardez, on va faire un petit peu mieux que la Visma Lease a Bike. Par contre, un tout petit peu plus tard, va arriver une fusée nommée Ineos. Voilà, hop. Après, c'est normal, hein, vu la composition d'équipe, c'est normal que les mecs aillent super vite et l'emportent. Thomas, Foss, Tarling, Turner, voilà, d'accord, on a compris quoi. On a compris, il y a du rouleur, et on n'est pas déshonoré par ces 48 secondes perdues sur Ineos, ce qui fait qu'il y a encore une redistribution des cartes au niveau du général. Alors, Remco a beaucoup d'avance. En revanche, pour Mas, eh bien ça se précise. Il y aura une lutte avec Geraint Thomas pour essayer d'aller chercher l'éventuelle troisième place. Enfin, troisième, deuxième, quatrième, j'en sais rien moi, hein, parce que au final, Vingegaard pourrait remonter quand même au classement. On sait pas ce qu'Almeida pourrait aussi faire. Hein. Bon, ce qui paraît par contre assez évident, c'est que Remco aura du mal à perdre, à ne pas gagner Paris-Nice quand même hein, sur ce coup-là. Bref, voilà, bah, ça aura été rigolo. On a un coup à jouer quand même sur cette étape. On va regarder un petit peu l'évolution des choses. Mais c'est arrivé, je crois que c'est Lenny Martinez qui gagne cette étape 4 IRL au mois de mars dernier. Là. Je crois que c'était une fort jolie victoire, faut quand même l'avouer, pour lui. Et là, ben, je constate que Ineos et Visma Lease a Bike ont décidé de prendre vraiment la course à leur compte. Donc la Quick Step ne semble pas chercher à maîtriser quoi que ce soit. On va donc essayer de regarder. Ah tiens, à l'avant, Brenner, Van Etvelt. On a également Félix Gall, Alex Aranburu, Pierre Latour et Champoussin. Yes, Astana est présent à l'avant. Et puis regardez, ben en fait, ces hommes-là, ils ont quand même une avance qui est quand même assez intéressante. Je dirais à encore 35 bandes de l'arrivée, il reste 3,30. C'est encore jouable pour peut-être l'un d'entre eux. Ce qui est sûr, c'est que Ineos et Visma accélèrent. Ils roulent très très fort. Donc peut-être que quand même ce sera un peu juste pour les échapper. Quoi qu'il en soit, nous, on n'a pas du tout notre voix au chapitre. On peut pas jouer de rôle. On peut juste essayer de suivre. On subit quelque part. Sympa le jeu. Pas mal. J'aime bien. Finalement, il y aurait vous savez, ce côté un peu joueur qui se croit tout puissant là, à vouloir tout le temps pouvoir influer sur la partie, à finalement maîtriser un peu ce qui se passe quoi, dans un sens ou dans l'autre. Bon bah là, je vais vous dire un truc, je maîtrise que dalle. Je cherche juste à m'accrocher. Et je trouve que c'est très très bien. Parce qu'en fait, une équipe comme Movistar, dans un contexte comme celui de cette course-là, elle maîtrise rien. Elle peut rien décider de contrôler, ni rien, ni même de jouer un rôle, à partir du moment où elle est plus faible et où les autres bah, sont complètement partis. Regardez, Evenepoel ici, qui s'est en allé. Moi, de toute façon, je peux rien faire. Je peux rien faire de plus. Je peux juste essayer de jouer du curseur, là, vous voyez, pour essayer de remonter. Tiens, ça sent peut-être la victoire pour l'échapper au passage. Ouais, Evenepoel ne les reprendra pas. Donc voilà, qui est-ce qui va s'imposer devant à la loge des gardes? C'est Alex Aranburu qui va s'imposer derrière. Evenepoel termine pas loin du tout, mais nous non plus.
On va pas perdre grand-chose sur Remco. Tiens, quand même, Vingegaard s'est intercalé. Et derrière, Tiberi, Max Poul, Martinez, Geraint Thomas, Jürgensen, Almeida, ok. On a compris, on a un petit peu tout ce petit monde-là. Ok, donc on n'a pas été ridicule. Et honnêtement, c'était plutôt une jolie étape et une jolie expérience, encore une fois. J'ai pas détesté le fait que je sois en mesure de rien contrôler du tout. Bah, au moins, ça, c'est réaliste. Hein, il faut en profiter. Euh, Peut-être aussi, des fois, essayer d'avoir une autre approche de PCM. Je crois que parfois, je peux être un tout petit peu énervé par un côté un peu grincheux ici ou là. Même si je comprends aussi qu'avec quand on est passionné et qu'on est déçu, bah forcément on l'exprime de manière un petit peu, comment dirais-je, bruyante. Voilà, étape 5 à présent, ça termine avec une petite côte, mais quel impact réel sur l'arrivée et qui va s'illustrer. Bah écoutez, moi ce qui est sûr c'est que j'ai tenté un petit peu ma chance pour sortir dans cette étape-là avec Castrillo. Bah, parce que il faut quand même bien un peu s'occuper, non? On va pas attendre à chaque fois en restant dans le peloton. Bon, cela dit, on ne m'a pas réellement laissé la possibilité de peser là-dessus, donc je suis assez sagement revenu à, à ma position initiale. Et puis après, ben, j'ai admis l'idée selon laquelle peut-être ça allait se jouer dans les derniers raidillons, là, dans les côtes. Donc, tout en essayant de se porter à hauteur des meilleurs, peut-être essayer de partir si c'est possible, et puis sinon essayer de bien exister sur la toute fin de cette étape. Regardez, ici on essaye de rouler avec Romeo, qui est pas mal, hein, protégé par Canal, lequel reprend le relais à un moment donné pour que Romeo souffle un peu. On peut arriver à faire un peu péter ce peloton si on roule comme ça dans les côtes, parce que sur les relances, après, on sait qu'il peut y avoir des cassures qui s'opèrent. Donc ici, c'est ce que j'ai essayé de faire pour un peu changer la structure du classement général, on va dire. Il y a des gens qui peut-être peuvent lâcher, on verra bien. Zut, alors, chute de Castrillo et Oliveira dans le final. Bon, m'arrange pas trop tout ça. Pour autant, ça va. Les gars qui vont être chargés de peser à la toute fin sont pas touchés, donc c'est quand même un peu moins grave. Vous voyez, ça a explosé un peu dans tous les sens. Il y a des groupes à plusieurs endroits. Et puis, devant, il n'y a plus que 23 hommes pour la victoire finale, a priori en tout cas. Donc, j'essaie de me positionner. Je pense que c'est là-dessus que ça se joue, c'est sur le positionnement. Tim Wellens est sorti, Evenepoel est lui aussi sorti. Aïe aïe aïe. Il n'aurait pas fallu laisser sortir Remco à ce moment-là. Et puis nous, on essaie de regarder ce qu'on peut faire. Voilà, on va reprendre Tim Wellens. On a également O'Connor qui est pas loin du tout. Allez, Enric Mas peut-être pour dépasser Remco Evenepoel sur l'accélération. Excellent ça. On va peut-être s'imposer ici à la côte de Notre-Dame. Et puis en fait, regardez ce qui va se passer. Malheureusement, eh ben, on se fait reprendre. On se fait déposer pas très très loin de la ligne. Remco est beaucoup plus fort. Il n'y a rien à dire. Et même sur la, comment dirais-je, sur la résistance physique, il est plus fort. Il n'y a pas grand-chose à dire. Nous, on peut tenter des choses, mais ça ne fonctionnera pas souvent face à ce type-là de coureur. Donc, ok, c'est pas grave. Ça prouve que le jeu est pas mal, puisqu'il m'empêche de gagner sur cette étape-là. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, joli ralenti pour le coup. Des fois, je trouve que les ralentis sont un peu... vous savez, les petites séquences ralenties où on vous remontre ce qui s'est passé au niveau de la ligne d'arrivée. Des fois, les angles sont mal choisis, on voit que les pancartes. Mais bon, là-dessus encore, c'était assez correct. Allez, Enric Mas, désormais 5e au classement général de ce Paris-Nice. Avec donc un super Remco. On l'a vu et on l'a dit. Ensuite, étape de transition
que l'étape 6, avec l'arrivée à l'étang de Berre. Bon, bah écoutez, là-dessus, il n'y avait pas grand-chose à dire. J'ai donc fait court. On va assister à quoi? On va assister à un sprint. Et ce qu'on va pouvoir admirer, ce sera la qualité de la préparation du sprint des Deceuninck Alpecin. Voilà, c'est bientôt parti. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu un joli départ. Allez, on est dans le final, voilà. Un joli départ de Narvaez que vous apercevez, il sort là. Et honnêtement, à ce moment-là, je me dis, allez, c'est une tentative vaine. Puis en fait, à mesure que les kilomètres passent, et l'écart aussi qui s'était creusé, hein, je me dis, non, mais en fait, c'est une super attaque. Ça se trouve, ça va aller au bout. L'attaque de Jonathan Narvaez. Puis au final, il y a un homme un petit peu plus fort que les autres qui va décider d'emmener son collègue. Évidemment, vous l'avez deviné, c'est Mathieu Van Der Poel. Quand il se met à rouler très très fort, le Mathieu, et quand il dépose Philipsen, ici, là, voilà, Philipsen sort à gauche et va comme ça s'imposer très très facilement devant Phil Bauhaus, entre autres. Quand Mathieu Van Der Poel commence à préparer le sprint de son collègue Philipsen, bah, c'est injouable. Rien à dire. Donc, bah, écoutez, ça tombe bien, j'ai pas de sprinter, donc je peux même pas me sentir frustré sur un coup comme celui-là. Par contre, dommage, parce que l'attaque de Narvaez était vraiment incroyable. Et ça aurait pu mériter un meilleur sort. Donc, on se doute bien que les positions au classement général après cette étape 6 vont être relativement figées par rapport à celle à l'issue de l'étape 5. Et je me retrouve avec une question finalement principale, hein, avant les étapes 7 et 8, c'est est-ce que quelque chose va se décanter sur les profils de ces deux dernières étapes? Alors, autant j'avais pu apprécier le début de ce Paris-Nice, je trouvais qu'il était haletant à jouer, je trouvais qu'il y avait vraiment des étapes assez diversifiées, autant je trouve que, au final, cette étape 7 et vous allez voir juste après 8, c'est un petit peu de la fumisterie parce que rien ne peut vraiment se décanter. Alors, on sait que normalement, le tracé initial de cette étape 7 n'avait pas du tout prévu une étape aussi raccourcie, mais c'est la neige qui a provoqué ça. On voit Van Der Poel à l'avant avec Vingegaard et Jorgensen, c'est amusant. Au moins, eux essayent d'animer la course, mais sur une étape aussi courte que celle-ci, et finalement, avec, je dirais, une implication des équipiers de certains leaders qui est... bon, ça, O'Connor, hein, quand on voit rouler, par exemple, là, à l'avant, les Jayco, ça va pas être satisfaisant. Ce qui va se passer va être assez décevant. Alors, regardez, ça marque un petit temps d'arrêt ici. C'est-à-dire qu'on peut laisser encore un petit peu de champ. Les équipiers là qui roulent se disent non mais attends, on va pas les reprendre de suite. Et puis un petit peu plus tard, ça réaccélère. Et on va reprendre ces trois fuyards qui avaient, il fut un temps, été rejoints par un FDJ. Allez, nouvelle attaque ici. Et moi je me décide, Romain Bardet en l'occurrence, je me décide d'essayer de faire rouler un petit peu. Je me demande si on est capable de faire décanter un petit peu cette situation, voire après dans la montée vers Oron, c'est-à-dire, elle n'est pas très longue, hein, la montée vers Oron, environ 7 km, je crois, de mémoire, depuis le rond-point de Saint-Étienne-de-Tinée. Donc, c'est vrai que on espère que quelque chose puisse un petit peu se débloquer, qu'on ait du spectacle, il faut qu'on ait quelque chose là. On peut pas rester comme ça avec uniquement un peloton là, 130 mecs qui se baladent et puis finalement pas grand chose d'autre. Alors je vais essayer de tenter ma chance. Regardez, c'est Castrillo qui a travaillé dans un premier temps et puis après moi je voulais un peu attaquer avec Mas, mais c'est compliqué, surtout que Evenepoel suivi par quoi? Josh Tarling. Ok, d'accord, j'ai bugué là sur Josh Tarling, là faut se calmer. Voilà, donc Evenepoel a pris le large,
Nous, on est dans l'incapacité de produire quoi que ce soit. Vous voyez mes barres, elles sont complètement usées. On voit ici O'Connor qui s'en va. Tout le monde qui s'en va en fait. Même Morgado, il est meilleur que nous, quoi. Même Tim Wellens est meilleur qu'Henrik Mas sur ce final d'étape. Donc c'est assez déprimant. J'ai détesté cette étape 7. J'ai détesté le fait qu'elle ne passe pas par le col de la Couillole, etc., comme était initialement prévu. Une étape avec plus de mouvements, des descentes, des montées, voilà. Ça aurait été quand même bien plus appréciable. Et à l'arrivée, bah, on se retrouve avec... c'est pas passé grand-chose, une mini-course de côte. On va faire un temps qui est assez anecdotique. On fait, je crois, 5e vers là. On assiste un peu à tout et n'importe quoi. Bref, dommage. Vraiment là, pour moi, c'était une immense déception que de voir ce Paris-Nice et son étape soi-disant reine finalement accoucher d'une souris de cette façon-là. Regardez, dans les attardés, il y a Almeida, il y a Lenny Martinez, il y a même l'ami Vingegaard, voilà, qui va arriver. Ça, c'était Eude Brooks. Mais voilà, il est là, le Ving. Voilà, donc, bon, bizarroïde, hein, en fait. Hein. Paris-Nice, en fait, sur lequel peu de choses se sont passées. Au final, certains leaders passent complètement à travers. Et après, voilà, la promesse de quelque chose de sympa au bout de 5 étapes, hein, je dirais. Ben, finalement, on retombe un petit peu et ça m'a, ouais, je vous dis, ça m'a bien déçu. Voilà, donc j'étais un petit peu désappointé. Je ne m'attendais pas du tout à ce type de finale. Et vous allez voir que l'étape 8 ne va pas être plus satisfaisante. Cette étape 8, écoutez, c'est une étape courte, 122 km, avec une succession de cols que nous connaissons, hein, d'ascensions courtes, mais tout de même qu'on connaît dans la RPI de Nice. C'est un grand classique, hein, cette étape 8, depuis quelques années, à plus forte raison, hein, qu'ils ont aimé raccourcir cette dernière étape. Puis on va se retrouver avec quelques échappées. Je vais essayer de faire rouler un peu. En plus, on a hérité d'une forme du jour avec Henrik Mas, qui est quand même assez appréciable. Mais j'ai l'impression qu'en fait, quand je roule comme ça, vous allez me dire, ouais, mais tu roules avec Carlos Canal, oui, d'accord, mais ok, mais il est en bonne forme, et puis on pourrait lâcher quand même au moins pas mal d'équipiers. Pas du tout. Il faut qu'il y ait certaines petites accélérations, comme ici celle de Tiberi, pour que le peloton, on va dire, se réduisent. Alors, ok, on va continuer à perdre quelques éléments, mais rien qui m'apparaisse comme très cohérent par rapport à une étape comme celle-ci. Donc, voilà, mais c'est dommage. Regardez, il y a encore 2 difficultés. On va passer au col d'Aise dans un instant. Après cette redescente, voilà, col d'Aise. Donc là, on a envie de rouler, hein, on a envie d'essayer de rouler. Bon, là, par contre, l'IA, l'ordi joue à fond les ballons. Hein. Il y a même O'Connor qui se bat. Mais on va le reprendre, hein, vous inquiétez pas. Après, il y a encore une longue descente. Et puis, on terminera par le col des 4 chemins. Et puis là, ce sera encore le même scénario. Mais j'ai quand même eu envie de tenter quelque chose. Allez, encore un peu plus violemment. Hein. Puisque les équipiers, ça ne sert à rien. Alors, on va essayer de non seulement préparer le terrain, mais ensuite, essayer tout simplement d'attaquer tout bêtement. Alors qu'après, moi je dis c'est un parti pris intéressant du jeu. Hein. Si on est obligé d'attaquer et que le curseur ne sert pas à lâcher des gens, parfait. Enfin, c'est parce que je suis Movistar, hein, c'était pour ça. Parce que sinon, ce serait avec UAE ou Visma, à mon avis, ça lâcherait pas mal de monde. Regardez, c'est assez démoralisant pour Henrik Mas parce que il est à fond. Et même à fond, il se fait complètement prendre par Remco. Et finalement, 3 hommes terminent ce col des 4 chemins légèrement en tête par rapport au peloton. C'est Mas, Evenepoel et O'Connor. Et puis ils seront repris, comme on le sait, dans la descente, hein, comme d'habitude. Puis ça va terminer en sprint relativement massif, avec une 60aine d'hommes. Donc voilà, là, on ne peut pas dire que ce soit mes sliders de difficulté qui ne soient pas suffisants.
Donc c'est tout simplement qu'on assiste à quelque chose qu'on a déjà vu plein de fois ces dernières années sur Pro Cycling Manager. Pas de changement. Axel Laurence qui s'impose. Très bien, ça par contre, ouais, tout sympa. Mais pourquoi on termine à 60 en fait? Alors qu'il y a eu quand même des accélérations à des moments et une volonté de rouler. Bon. Donc je reste vraiment sur ma fin par rapport à cette fin de Paris-Nice. Alors que le début, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, était assez prometteur. Bon, on va donc s'en satisfaire, on n'a pas le choix. Et tirer quelques bilans. Déjà, c'est que on est assez faible. On a beau avoir aligné ici une équipe quand même plutôt bonne par rapport à l'ensemble de l'effectif de la Movistar. Ça reste quand même faiblos. Et puis au final, malgré tous ces efforts, on va tout juste gratter une 5e place au général avec Enric Mas. On va gagner, je crois, la bagatelle de 8 000 € en tout sur ce Paris-Nice. Voilà qui ne va pas arranger les choses par rapport à nos problèmes d'argent. Et puis regardez finalement le moment où on passe le plus près d'une victoire d'étape. C'est cette arrivée à la côte Saint-André là, où on aura espéré, mais finalement jamais réussi à faire basculer quoi que ce soit. Voilà, donc ça restera une déception. Je vais voir, peut-être qu'avec un meilleur recrutement, aussi peut-être une préparation un peu plus ciblée, on arrivera à faire mieux l'année suivante. En tout cas, il y avait également un Tirreno. Et si sur Paris-Nice, j'ai pu émettre quelques regrets par rapport au résultat final et au déroulé également de l'épreuve, mais vous allez voir que sur Tirreno, on aligne une équipe qui est moins forte. Elle est constituée pour ce qui est du leader, pour le classement général, de Heiner Rubio, et puis après pour ce qui est d'essayer de gratter des étapes, éventuellement de Mühlberger ou de Garcia Cortina, voire de Javier Romo. Ça commence avec un petit prologue dont on a l'habitude. Celui qui va me réjouir, c'est Milesi. Il va faire un bon temps, il va être bien à la hauteur. Donc on comprend que sur ce type d'épreuve, ça va toujours être du environ 86 d'efforts continus. Ou alors vous faites 85 et à des moments vous montez, mais bon, chacun va avoir ses tactiques. Et Heiner Rubio, pourtant doté d'une très bonne forme du jour, va produire un temps qui est en rapport avec ses notes de contre-la-montre et surtout de prologue. Voilà, c'est-à-dire un temps très satisfaisant. Primož Roglič va en terminer. Est-ce qu'il va battre Sheffield sur ce prologue? Non. Magnus Sheffield reste devant. Stefan Kung, autre spécialiste, est présent sur ce prologue. Stefan Kung est battu également. Filippo Ganna, vous allez me dire, il va quand même passer. Allez Ganna. Ah, quand même. L'Italien remporte donc cette première étape de Tirreno. Donc voilà, petit clin d'œil. Ganna avait brillé sur Tirreno en 2025 IRL. Et donc, il fait de même dans la partie. Ensuite, une étape, a priori, j'allais dire insipide. Insipide pour nous, pas pour les équipes de sprinters. Nous, on n'a pas de sprinter ici, donc on va ouvrir grand les yeux, et puis on va regarder Milan, Merlier ou Groenewegen, etc. s'expliquer entre eux, quoi. Donc le final est là. J'ai coupé court. Je pense que on a pris quelques roues, vous voyez, avec Garcia Cortina, par exemple. On a pris quelques roues, on essaie de profiter de l'aspiration, mais ça va terminer de manière, hop là, assez nette. Ici, c'est Caden Groves qui va s'imposer devant Jordi Meus et Jonathan Milan. Ok, très bien. Donc, une étape sur laquelle on n'était pas invité. Je précise au passage que Fernando Gaviria, qui est notre sprinter dans l'effectif, s'est blessé au cours du mois de février dans les courses de préparation, fracture de l'apophyse me semble-t-il, et de ce fait on n'a même pas le luxe de pouvoir aligner réellement un sprinter digne de ce nom et donc mettre en place le moindre train pour ce dernier. Voilà, donc peu de changements au classement général au moment d'aborder l'étape 3 qui elle fait presque 240 km et qui nous promet peut-être un petit peu plus de sport et un peu plus d'intérêt.
en tout cas du point de vue de la Movistar, bien sûr. Alors, grosse question, qu'est-ce que ça a donné? Bah, ça n'a pas donné grand-chose, là encore. C'est-à-dire que on a un relief d'étapes qui est finalement pas assez compliqué. Il aurait fallu rapprocher ce que vous apercevez comme difficulté là avec les GPM notamment. Il aurait fallu que ce soit plus rapproché de l'arrivée pour assister à quelque chose de vraiment intéressant. En l'occurrence ici, ben, au final, tout le monde est capable de passer cette difficulté finale. Et on se retrouve qu'en plus est en deux temps, là vous le voyez bien en haut à droite de l'écran. Elle est en deux temps, cette montée, Valco di Col Fiorito. Et au final, ça va pas permettre de débloquer grand-chose. Vous avez, ça c'est un comportement que je vois de plus en plus, finalement, du côté de l'IA. Ben, quelques leaders qui vont comme ça partir proche du sommet. Après, un énorme travail des équipiers, ce qui fait que finalement, tout est neutralisé. Les velléités d'attaquants bah, sont quasiment voilà, bah, avortées dans l'œuf. Et regardez qui va s'imposer de très peu, mais nettement par contre par rapport aux autres membres du peloton. En fait, c'est Ben Illy hein, qui est bien malheureux de se faire reprendre comme ça. C'est Filippo Ganna qui est vainqueur sur cette étape-là. À nouveau, après le contre-la-montre, Filippo Ganna s'impose ici sur l'étape 3. Manière très très nette. C'est vrai que Filippo Ganna a plusieurs cordes à son arc. Hein. Il n'est pas seulement spécialiste rouleur, il est également très bon même sur les flandriennes, il faut l'avouer. Hein. Et puis on peut aussi le retrouver comme ça, très très performant au sprint. Donc plusieurs cordes à son arc. D'ailleurs même quand le terrain commence à s'élever un peu, bah, c'est pas mal non plus. Donc au final ça nous fait un coureur qui est assez polyvalent. Quel dommage d'ailleurs qu'il ait abandonné comme ça dès la première étape du Tour de France, parce que c'est un gars qui est toujours très intéressant et très sympathique. Donc on passe, vous l'avez vu, à l'étape suivante. On est à l'étape 4 avec, mais là encore, bien peu de difficultés promises par le profil de l'étape. Si on espère que d'une manière ou d'une autre, il puisse se passer des choses. Vous allez me dire pourquoi t'es pas parti en échappée. C'est pas que j'y ai pas pensé, mais c'est qu'au final, je suis tellement habitué, j'ai envie de dire, de Paris-Nice ou de Tirreno sur Pro Cycling Manager que j'ai tendance à penser qu'il y a certaines étapes sur lesquelles ça sert strictement à rien de vouloir s'échapper. C'est juste de l'énergie qui est dissipée pour rien. Et on peut même pas dire que, en termes de visibilité du maillot et donc de satisfaction du sponsor, on soit particulièrement récompensé dans un contexte comme celui-ci. Sprint, attention à l'arrivée. Est-ce que Jonathan Milan va encore s'imposer? Regardez, c'est fabuleux, non? Il en prend encore une. Le sprinter italien. Donc magnifique. Je dis encore, parce qu'en fait on voit quand même souvent Jonathan Milan s'imposer sur ce type de config. C'est pas lui qui avait gagné le sprint de l'étape 2, c'était Caden Groves, mais bon voilà, donc c'est priorité vraiment là, jusque-là, aux sprinters, et d'ailleurs j'ai envie de dire aux tout meilleurs d'entre eux, sans qu'il y ait quoi que ce soit de possible pour les adversaires. Donc Matthew Brennan quand même, hein, on le voit, est placé plusieurs fois sur ces sprints du Tirreno Adriatico de cette année 2025 dans cette partie. Allez, on passe à une étape 5 plus accidentée, donc peut-être plus excitante, sur laquelle on va voir. Peut-être qu'on arrivera enfin à jouer un petit rôle. Skelmose, Roglic et Pidcock sont favoris de cette étape pour ce qui est de la victoire. Et je décide de m'échapper, regardez, avec Mühlberger. On va partir ici avec l'Autrichien. On est accompagné par Rudy Mollard. Et cette échappée peut aller loin, hein, on ne sait jamais. Hein, après tout, c'est une étape 5. Peut-être aurons-nous un petit peu de latitude. Tige Benoît s'est dit la même chose. Baïs, l'Italien, s'est dit également qu'il fallait peut-être tenter sa chance ici. Et on aperçoit Stefan Kung également qui a cherché à sortir pour peut-être rejoindre
les fuyards. Donc ça va être... il y a un groupe de contre ici, là, avec notamment Kevin Vauquelin. Ça peut être très intéressant si jamais les 5 hommes de tête sont rejoints par leurs poursuivants et qu'il y a une très très bonne collaboration. On ne sait jamais, peut-être que le peloton peut laisser filer, mais PCM est ainsi codé que le classement même de Kevin Vauquelin, qui n'a que une 40 et quelques de retard au général, en fait va bloquer cette échappée. Mais bon, voilà, il a tenté quand même, hein, c'est pas grave, on lui en veut pas trop, mais ça va tout bloquer parce que les Ineos ne peuvent pas laisser partir ça, sachant qu'il y a quelqu'un qui menace vraiment le maillot de leader de Filippo Ganna. Et donc dans un nouveau temps, finalement, 3 hommes vont sortir: Paché, Baïs, Mühlberger, 3 rescapés de cette échappée. Au moment où Oldani se relève, Vauquelin a compris qu'il n'y a pas de bon de sortie. Et là, par contre, Ineos va laisser un petit peu plus de champ aux fuyards. Et on se met à espérer un petit peu que quelque chose se produise pour Mühlberger à l'avant. Donc l'écart va monter, hein, il va même ici avoisiner les 5 minutes. Donc c'est plutôt intéressant. 5 minutes, maintenant 4 à 74 km de l'arrivée. C'est pas mort, hein, pour Mühlberger, Baïs et Paché. Hein, ça peut-être marcher. Par contre, il faut juste que évidemment tout ce petit monde-là continue à s'entendre. Il y a Baïs qui ne collabore pas beaucoup. Il nous aide pas à l'avant, hein, honnêtement. C'est un poids mort. Tout ce qu'il cherche à faire par moment, c'est à nous planter des petits démarrages. Et c'est comme ça que vous voyez qu'à 50 km de l'arrivée, mais comme il n'y a pas une entente très bonne, on est à 3 minutes 20 seulement devant le peloton, qui lui aussi, de son côté, a décidé d'accélérer pour réduire l'écart. Cet écart qui va encore même se réduire. Vous voyez encore une tentative ici de Baïs de s'échapper. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, hein, de partir tout seul dans ce contexte-là, où on est en train de se faire reprendre par le peloton, mais ok. Et par contre, nous, on essaie de continuer tel un métronome à travailler, hein, pour la réussite de l'échappée, même si les chances commencent à s'amenuiser, hein, au fur et à mesure. Ici, 25 km de l'arrivée, il n'y a plus guère qu'une minute 20 environ d'avance, et puis quelques kilomètres plus tard, ça sera fini des chances de cette échappée. Donc Mühlberger et Baïs vont être repris, vous le voyez, et puis il va y avoir dès lors une belle accélération de la part notamment de certains favoris. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, hein, 24 km/h, tout de même il y a un petit impact sur la course. J'essaye donc de bien anticiper au pied de la dernière difficulté du jour avec Rubio qui essaie de se placer, mais regardez, j'ai pas beaucoup de barres rouges disponibles pour placer un démarrage. J'ai la barre jaune, certes, mais ça c'est plus de l'effort curseur. Il va falloir que je peut-être m'adapte un petit peu, parce que apparemment les recettes de PCM jusqu'à 2024 ne semblent plus exactement fonctionner comme ça fonctionnait auparavant, en mode extrême. C'est-à-dire que ici le curseur nous permettait à peu près d'exister. Or là, c'est pas le cas, puisque Pidcock a réussi à s'échapper. Puis derrière, il y a un petit groupe de poursuivants, avec Primoz Roglic notamment. Et Roglic va être repris avec ses 2 compagnons. En revanche, regardez, Pidcock va faire de la résistance. Et on aura beau travailler tout ce qu'on pourra, et d'ailleurs on ne sera pas les seuls à le faire, eh bien Tom Pidcock va réussir à conserver, regardez, son avance, même si ça revient très très fort avec McNulty sur la fin. C'est quand même une victoire pour Tom Pidcock, devant donc McNulty, Jesper Stuyven, et après on avait retrouvé encore un sprinter qui avait résisté à tout cela, c'est Caden Groves. Donc bon, encore une fois, on est totalement anonyme, hein, sur cette étape 5. Du côté de Movistar, j'ai pas réussi à trouver un rôle qu'on pouvait essayer de vouloir jouer ici. Dommage. Dommage. Là, c'est pas comme sur Paris-Nice où j'avais une forme de déception qui était liée au profil des étapes.
là, c'est pas une déception liée à ça. C'est juste la déception de constater qu'on est tout simplement... on n'est pas bon. On est tout simplement pas bon et pas, on n'est pas au niveau de l'adversité. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pas le même constat. On va voir quand même sur l'étape 6 avec cette arrivée à Frontignano, voir un petit peu ce qui peut se produire ici. Donc ce qui est malheureux encore une fois, c'est qu'il n'y ait pas d'autres difficultés avant cette montée finale. C'est-à-dire que là, ça nous prive d'une étape, je dirais, passionnante. Et, du coup, tout le monde reste plus ou moins ensemble. Le peloton va rester assez groupé pendant pas mal de temps. Moi, je vais essayer de voir si quelque chose est faisable ici avec Pescador et Romo. Parce que Javier Romo, c'est quand même un peu notre électron libre hein, par moment. C'est un coureur qui est capable de faire de belles choses. Donc Pescador sort avec lui pour travailler. Il y a Wilco Kelderman qui est devant. Voilà, on va le rejoindre. On va essayer de s'accrocher. C'est une étape qui est quand même assez difficile puisque le peloton n'est désormais à 50 km de l'arrivée composé que de 39 coureurs et une 25 d'avance. Ici, vous le voyez, une 30 même pour les 3 fuyards. Donc là, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose encore à espérer, parce que je vois que Arensman n'en peut plus. Je vois que le peloton marque vraiment le coup. Hein. Ils sont fatigués. Ça a roulé très très fort jusque-là. Et tout simplement, il n'y a plus beaucoup de volontaires pour rouler. Et bon, après, on en trouve quand même toujours 2 ou 3 hein, qui acceptent d'aller donner leur relais, là, alors qu'on aimerait bien que ce soit pas le cas et qu'on aimerait, par exemple, que le travail soit laissé aux UAE ou au Visma. Bon, en l'occurrence, Visma, alors du coup, quand même, pour le général, mais puis en plus, ils ont un homme à l'avant. Mais on aimerait que certaines équipes un peu plus faibles laissent travailler les grosses équipes pour nous laisser une petite chance d'exister, quoi. Et non constater que certaines travaillent même pour, indirectement, le travail pour les grosses équipes. Donc c'est un peu le cyclisme, ça. On voit que Kevin Vauquelin aussi fait tout ce qu'il peut pour essayer de sortir, et puis quelque part, il participe un peu à nous ramener tout le monde sur l'échappée. Donc est-ce que ça va aller au bout pour Javier Romo? Certainement pas. Évidemment, on est repris, puis encore une belle ascension qui suivra. Donc voilà, 20 km de l'arrivée, c'est terminé pour l'échappée. Et puis maintenant, ça va se jouer entre les hommes forts du général, trentaine de coureurs pour ce final. Alors là, j'ai quelques espoirs avec Rubio, parce que je me dis, allez, il y a quand même quelque chose à faire. Peut-être Mühlberger peut l'aider aussi dans cette ascension. Donc on va essayer de se positionner tout en protégeant Ainer Rubio et en demandant à Romo de verser comme ça ses dernières forces dans la bataille. Et bon, les favoris, vous les identifiez facilement, hein, Skelmose, Roglic, Sheffield, McNulty, surtout peut-être. Voilà, il y a quelques hommes forts ici, et puis on va voir un petit peu qui tire son épingle du jeu. Alors, j'ai laissé un petit peu dans les grandes... J'ai laissé l'intégralité de cette montée-là, parce qu'elle est assez intéressante. Encore une fois, décryptage, c'est que mon effort curseur n'est pas suffisant. Autre question, finalement, certains de nos équipiers que j'avais économisés, finalement, s'épuisent, mais littéralement au même moment, les uns que les autres. Ce qui fait qu'on est totalement démunis au moment où 3 favoris s'en vont. On a vu partir Roglic, on a vu partir McNulty, puis je sais plus quel est le 3e larron, mais quelqu'un qui est parti avec eux. Et regardez, voilà, on est avec une forme du jour 0, un Mühlberger qui est capable un peu d'aider, mais qui n'est pas capable non plus de pousser le vélo de Rubio, hein, faut pas rigoler. On va être complètement lâché, et puis on va très très mal figurer au final sur cette étape qui sera remportée, tiens, par qui? On va regarder ça de suite. Qui va s'imposer à Frontignano? Regardez, Roglic, McNulty. Jolie lutte entre les deux hommes, et c'est le Slovène qui s'impose ici au sommet. Sur
une dernière accélération dont il a le secret. 3e place pour Tom Pidcock, Richard Carapace 4e, 5e Michael Mose, Benoît quand même bien présent, 6e. Il est leader là de la Visma sur Tirreno. Et puis nous, on va terminer malheureusement un petit peu lâché. Voilà, donc ça fait mal au cœur. Et pour autant, on est totalement impuissant ici. Allez, Rubio, voilà, hop, à 2 minutes de Roglic. Bon, c'est dommage. C'est dommage. On n'aura jamais su réellement s'exprimer sur ce Tirreno et jamais trouver l'opportunité aussi de jouer un rôle dans cette course. Par contre, Primož Roglic ici prend la victoire de prestige qu'il fallait. Est-ce qu'elle va lui suffire pour prendre le général, puisqu'on a vu que Ghana avait craqué dans cette ascension, tout de même, il perd 14 places. Non, c'est McNulty, en fait, qui va ici certainement prendre une victoire au général, puisque, vous le voyez bien, étape 7, c'est une formalité, le sprint est attendu du côté de San Benedetto del Tronto. C'est l'heure donc des bilans, hein, quelque part, parce que rien de nouveau n'arrivera hein, pour nous sur cette étape-là. Alors, peut-être le choix d'envoyer Enric Mas, qui est notre seul vrai leader, c'est-à-dire capable quand même de limiter la casse sur contre-la-montre par rapport à Heiner Rubio. Hein. Le fait de l'envoyer sur Paris-Nice était une manière quasiment de faire une croix sur Tirreno, alors que je pense que sur d'autres versions de Pro Cycling Manager, on aurait pu exister quand même avec Rubio, et bon, ça n'aura pas été le cas. Après, il y a un paramètre qu'il ne faut pas du tout négliger dans l'analyse, c'est que à aucun moment nos mecs n'étaient sous pic de forme. Hein. Ça veut dire que on ne visait pas Paris-Nice et Tirreno, et d'ailleurs, ça s'est bien vu, puisque sur le plan du résultat, on n'a rien récolté non plus. Donc voilà, hein, vraiment, pas se tromper. Ok, il a été très difficile d'exister, voire même on a été anonymisé par les tout meilleurs, et tant mieux. Mais on n'est pas du tout dans la plage de calendrier qu'on avait coché. Je vais y revenir dans une minute par rapport à nos objectifs réels, juste le temps de laisser le sprint. On voit que j'ai essayé de prendre la roue de Jonathan Milan qui ensuite bénéficie de son train pour pouvoir s'imposer une nouvelle fois ici à l'arrivée. Donc c'est magnifiquement joué pour les Lidl Trek. Pas grand chose à faire. Même Tim Merlier est battu, donc il n'y a pas à rougir plus que ça. Globalement, d'ailleurs, au sprint, c'est quand même souvent la roue de Milan hein, qu'il faut peut-être arriver à prendre, parce que c'est toujours lui qui a le train le plus performant. La Quick Step n'a pas le train qu'elle pouvait avoir au cours d'années précédentes pour emmener Tim Merlier convenablement. On voit encore une bonne place pour le jeune Matthew Brennan. On sait qu'il avait brillé hein, au printemps sur quelques occasions, et notamment sur du sprint, pas seulement. Donc voilà, ce Tirreno s'achève. Victoire pour McNulty. Et donc avant de se projeter vers la suite ce sera évidemment Milan-San Remo tout de même. Et puis ensuite vraiment le Tour de Catalogne. Je vais vous montrer déjà quel type d'étape nous attendent pour ceux qui ne se souviennent plus du Tour de Catalogne 2025. Une première étape un tout petit peu accidentée, une deuxième étape qui est quand même assez calme, puis une troisième étape sur laquelle les choses devraient pouvoir commencer à se décanter vers une grosse bagarre sur ce coup-là. Quatrième étape avec une arrivée au sommet, très espagnole dans le registre. Cinquième étape avec une zone de vent, mais rien d'autre à signaler là, et quand même une étape 6 sur laquelle il peut y avoir une vraie bagarre, avec arrivée au sommet, profil accidenté et zone de vent à la fin. On verra ce que ça donne avant la traditionnelle étape de Barcelone. Ok, pendant ce temps-là, Garcia Cortina et ses Flandriens, entre guillemets, parce qu'il faut vraiment utiliser des gros guillemets, iront se frotter au tout meilleur sur les classiques, pendant que mon autre équipe, la troisième, celle qui avait été sur l'Estrade Bianche,
terminera cette première partie de saison avant de basculer vers la préparation pour le Giro. Et donc voilà, on peut citer ici Pelayo Sanchez, Davide Formolo, etc., Will Barta, Tess Vation. Voilà, donc ça ce sera leur job à eux que d'essayer d'aller sauver une place sur Milan-San Remo. Et pour être complet, je vous montre un petit peu qui est annoncé sur le Tour de Catalogne. Ah bien regardez, c'est plus que clair. Il va y avoir du sport. Et pour sauver notre top 3, ben, il va falloir vraiment s'employer. Voilà, je vous dis à plus, bye bye, et bon Tour de France à tous.